Bienvenue, Inforonomie est un Google Pixel 10a et aujourd'hui je vais vous montrer comment activer et configurer votre point d'accès portable. Pour commencer, vous devrez faire glisser votre doigt vers le bas depuis le haut de l'écran, ce qui fera apparaître vos raccourcis ainsi que les notifications. Nous pouvons ignorer les notifications et c'est ce que j'ai fait à nouveau. Pour afficher plus de raccourcis, quelque part ici, vous devriez voir le point d'accès apparaître. Oups, essayons encore une fois. Voilà, c'est bon. Et en fait, il semble qu'il ne soit pas ajouté par défaut pour moi, ou simplement qu'il n'est pas ajouté, peut-être que quelqu'un l'a retiré, quoi qu'il en soit. Vous pouvez ajouter d'autres raccourcis ici en cliquant juste là sur ce crayon. Allez, voilà, puis faites défiler vers le bas jusqu'à cette section ici. Tous les raccourcis que vous voyez ici sont ceux que vous pouvez ajouter maintenant. Peut-être pas tous, comme vous pouvez le voir, ceux-ci ici sont déjà ajoutés. Ils sont plus gris et vous n'avez pas le petit plus à côté, donc vous ne pourrez pas les ajouter. Mais ici aussi, vous trouverez votre point d'accès, donc je peux simplement cliquer sur le plus. Heureusement, il est tout en haut, ce qui le rend facile à trouver et il s'ajoute. Maintenant ici, Google a fait une petite bourde, un choix un peu idiot qu'ils vous ont donné. Retirer, retour et retour maintenant. Ce retour enlève le raccourci. Ce bouton retirer enlève ce raccourci, se retirer. Le premier, avec l'icône de retour, n'apparaît que lorsque vous ajoutez un nouveau raccourci. Il fait exactement la même chose que celui-ci, qui ne disparaît pas. Donc, dans tous les cas, nous allons cliquer ici sur ce bouton retour, qui en fait revient en arrière au lieu de supprimer des éléments. Et vous pouvez voir que le raccourci sera ajouté de façon permanente à notre liste. À partir d'ici, il faut le maintenir appuyé au moins la première fois, car cela vous amènera rapidement aux paramètres où vous pourrez effectuer des modifications. Le plus important, ce sont des choses comme le mot de passe. Par défaut, il est généré aléatoirement, donc il est vraiment mauvais. Je vais donc le supprimer et définir mon propre nouveau mot de passe qui devra comporter au moins 8 caractères. Cela peut être des lettres, des chiffres ou les deux. Peu importe, tant qu'il y a ces 8 caractères. Je vais mettre quelque chose de très simple car je ne me soucie pas vraiment de la sécurité ici. Après tout, c'est juste un point d'accès. Voilà donc la première chose à changer. Maintenant, une autre chose ici, c'est le nom du point d'accès. Par défaut, il affiche simplement Pixel et une sorte de « je pense que c'est le numéro du modèle ». Exactement. Au lieu de vous indiquer 10 ampères, il affiche le genre de modèle interne qu'il a dans le système. Vous pouvez changer cela si vous le souhaitez et vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Voilà. En descendant un peu plus dans les options, on a l'option d'éteindre automatiquement le point d'accès lorsque aucun appareil n'est connecté. Merci d'avoir implémenté la meilleure option ici lorsque tous les appareils sont connectés. Cependant, il n'y a pas de minuterie que l'on puisse modifier pour cela. Donc, je n'ai aucune idée de la valeur par défaut, potentiellement. Je pense que cela pourrait être 20 minutes, donc lorsqu'aucun appareil n'est connecté pendant 20 minutes, le point d'accès s'éteint. C'est une excellente option à activer dans tous les cas car il arrive parfois qu'on oublie d'éteindre son point d'accès après l'avoir utilisé. Sinon, il continuera de fonctionner indéfiniment en arrière-plan. Et le point d'accès consomme davantage la batterie de votre téléphone, donc c'est vraiment une bonne option pour préserver l'autonomie. Maintenant, plus bas, nous avons la vitesse et la compatibilité et il y a étonnamment 3 options ici. Nous avons donc 2,4, 5 et 6 avec un petit message « vitesse lente » compatible avec la plupart des appareils. Je dirais en fait tous les appareils tant qu'ils prétendent avoir une connectivité Wi-Fi. 5 GHz offre une vitesse rapide, compatible avec de nombreux appareils, et la vitesse la plus rapide avec 6 GHz, mais compatible avec peu d'appareils. C'est une façon assez vague de présenter les choses. Mais plus le chiffre est élevé, en général, plus le réseau est rapide et fiable, mais aussi plus la technologie utilisée est récente, et il faudra également un appareil plus récent qui prend en charge ce type de fréquence spécifique. Je vais maintenant rapidement vous donner un petit avertissement. Il y a une certaine absurdité dans les schémas de nommage pour ceux-ci. Donc 2,4, le premier,
correspond à n'importe quel appareil portant la mention Wi-Fi. Quoi qu'il soit écrit, Wi-Fi et tout ce qui suit sera toujours du 2,4 avec éventuellement d'autres options supplémentaires. 5 GHz correspond en gros à tout ce qui est étiqueté comme Wi-Fi 6. Le Wi-Fi 6 prend en charge le 2,4 et le 5 GHz. Maintenant, si vous vous demandez pourquoi diable ce n'est pas étiqueté comme Wi-Fi 5, c'est une bonne question. Posez la question à la Wi-Fi Alliance, pas à moi. Ensuite, nous avons le 6 GHz, donc l'étiquette Wi-Fi 6E couvre le Wi-Fi 2,4, 5 et 6 GHz. Encore une fois, pourquoi y a-t-il Wi-Fi 6 qui correspond à 5 et 6E qui correspond à 6? Ça me dépasse. Et ça devient encore plus stupide à partir de là puisqu'on a aussi maintenant le Wi-Fi 7. Maintenant, le Wi-Fi 7 n'est pas un réseau à 7 GHz. En réalité, ce sont ces trois bandes utilisées simultanément. Mais il y a en fait une petite subtilité à cela, car les fabricants ont trouvé un moyen de contourner un peu. En gros, ils trouvent des astuces pour vendre en racontant n'importe quoi. Vous avez probablement un routeur, donc juste un petit avertissement si vous prévoyez d'en utiliser un ou d'acheter un routeur ou quelque chose comme ça. Pourquoi? Y a-t-il une différence entre le Wi-Fi 7 et I/PHI 7? L'un doit respecter les normes rigoureuses de la Wi-Fi Alliance, tandis que l'autre n'est qu'un nom bidon que les entreprises peuvent coller sans suivre aucune règle. Et la réalité, c'est que la plupart des routeurs que vous pouvez acheter maintenant, tout ce qui indique qu'il prend en charge le Wi-Fi 7, en fait, c'est justement ceux qui essaient de vous arnaquer. Et en réalité, au mieux, ces appareils, d'après les tests que j'ai vus, je crois que c'était sur ratings.com, permettaient tout au plus aux routeurs de basculer uniquement entre ces trois modes. En théorie, le Wi-Fi 7 est censé utiliser les trois bandes simultanément, mais les routeurs qui sont étiquetés comme tels, au mieux, utilisent une bande puis basculent entre chacune d'elles selon les besoins. Cela n'est absolument pas à la hauteur de ce que cela est censé pouvoir faire. Donc, quoi qu'il en soit, pour conclure, le choix que vous allez devoir faire ici dépendra de l'appareil avec lequel vous comptez vous connecter à ce point d'accès. Si vous avez un vieil ordinateur portable, par exemple un très ancien, il vaudra mieux rester sur la première option. Celle-ci sera compatible avec ce type d'appareil et fonctionnera. En revanche, les appareils plus récents, comme les nouveaux ordinateurs portables qui prennent en charge le Wi-Fi 6, pourront utiliser la bande 5 GHz. Cela vous offrira une connexion plus rapide, une latence plus faible et vous permettra également de connecter plus d'appareils. Maintenant, honnêtement, tout cela semble positif, mais en réalité, pour chacune de ces options, vous serez presque toujours limité par la vitesse de votre réseau mobile, puisque votre point d'accès utilise votre réseau mobile. Et les faibles latences, les vitesses plus rapides, la possibilité de connecter plus d'appareils, tout cela s'effondre un peu lorsqu'on parle d'un réseau mobile et simplement d'un partage de connexion via un téléphone. Pour une utilisation à la maison avec des routeurs et ce genre d'appareil, c'est excellent. Pour le mobile, c'est beaucoup moins le cas. Et en réalité, la seule chose que je recommanderais vraiment de tester, c'est la bande des 5 GHz. Surtout si vous vivez dans des zones densément peuplées. En effet, la fréquence de 2,4 GHz peut devenir saturée et tous les signaux en 2,4 peuvent commencer à interférer les uns avec les autres. Voilà. Cela arrive généralement dans les zones densément peuplées avec beaucoup d'appareils différents, d'autant plus que de nombreux appareils domotiques utilisent aussi la fréquence 2,4, pas forcément le Wi-Fi, mais le même type de fréquence. Donc, ces appareils peuvent aussi provoquer des interférences. Et dans ce cas, si vous avez un certain type d'interférence avec votre connexion hotspot, ce qui pourrait potentiellement arriver, vous pourriez envisager d'essayer le 5 GHz. Cela permettrait en principe de résoudre ce genre de problème. Et, espérons-le, votre hotspot devrait alors fonctionner correctement. Pour ma part, je n'ai jamais rencontré ce problème, donc je ne sais même pas vraiment quoi chercher, mais je suppose qu'il pourrait s'agir de coupures de connexion. Ou alors des problèmes pour charger des sites web ou ce genre de choses. Mais évidemment, je ne l'ai jamais rencontré. Donc là, c'est juste, vous voyez, j'improvise un peu. D'une certaine manière, c'est ce que j'imaginerais qui pourrait potentiellement se produire maintenant. 6 GHz, laissez simplement cette option de côté. À ce stade, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Quoi qu'il en soit, une fois que tout est configuré, on peut simplement fermer ceci.
Mais je veux aborder un dernier point avant que vous n'activiez votre point d'accès, juste au cas où, selon votre contrat avec votre opérateur mobile, il se peut que vous ayez une limite de données sur votre appareil. Combien d'Internet pouvez-vous utiliser par mois? Et dans ce cas, vous pourriez vouloir configurer une limite pour votre réseau en allant dans les paramètres. Et vous feriez cela en allant dans Réseau et Internet, je crois, économiseur de données. Non, ce n'est visiblement pas celui-ci apparemment. Laissez-moi donc essayer de tester l'autre option, économiseur de données ou bien le VPN. Et non, attendez une seconde, il semblerait qu'il n'y en ait finalement aucun ici. Oh, c'est un peu nul. Donc, la meilleure chose que vous puissiez faire ici, apparemment, d'après ce que je vois, c'est simplement d'activer l'économiseur de données. Maintenant, cela va réduire des choses comme la résolution des images lorsqu'elles sont chargées. La dernière fois que j'ai utilisé cette fonction, c'est comme ça que ça marchait. Donc, les images chargées sur vos sites Web pourraient simplement avoir une résolution plus basse pour économiser des données. Mais à part ça, je ne vois pas vraiment d'autres options pour vous pour pouvoir sélectionner une limite. Essayez peut-être une dernière chose ici. Oh, la voilà. En fait, je l'ai trouvée. Donc, lorsque vous allez dans Internet en haut, vous trouverez votre carte SIM. Maintenant, il est indiqué non connecté, mais ce n'est pas important. On va vous montrer toutes vos cartes SIM, juste ici. Vous devez donc cliquer sur Paramètres, puis aller dans Avertissement et limites de données, et ici vous pouvez sélectionner des limites. Donc, nous avons l'avertissement. Cela va simplement vous envoyer une notification et potentiellement désactiver votre point d'accès ou simplement le réseau mobile. Lorsque vous dépassez le chiffre que vous avez défini ici, la limite de données vous permet de choisir un plafond strict. À ce moment-là, vous serez complètement déconnecté et vous ne pourrez plus l'utiliser. Cela vous demandera également de sélectionner un cycle d'utilisation des données mobiles. En gros, il s'agit simplement du jour du mois où vous êtes refacturé, moment où votre réseau est également réinitialisé. Donc, par exemple, si vous avez 5 gigaoctets et que vous les utilisez tous, à quel jour du mois cela revient-il à 5 à nouveau? Et à ce moment-là, cela gardera votre point d'accès désactivé si vous atteignez ce chiffre et ne le réactivera qu'une fois que vous serez refacturé. Maintenant, ce sera en quelque sorte une sorte de grâce salvatrice, comme un coup de pouce du destin. Si votre fournisseur de services fait partie de ceux un peu douteux qui essaient de vous facturer des frais supplémentaires lorsque vous utilisez tout votre Internet, et qu'il vous attribue automatiquement, vous savez, un nouveau forfait à un coût supplémentaire juste pour que vous puissiez continuer à utiliser votre réseau. Parce qu'ils sont tellement généreux qu'ils vont vous facturer un supplément simplement parce que, vous savez, vous l'utilisez. Donc, dans ce cas, vous voudrez vraiment utiliser cette option, à moins que cela ne vous dérange pas de payer plus. Voilà pour ça. Si vous avez un forfait de données illimité, ne vous inquiétez pas. Dans ce cas, je ne prendrai même pas la peine de configurer quoi que ce soit ici. Donc, cela étant dit, chaque fois que vous voulez activer votre hotspot, il suffit de trouver le bouton et d'appuyer dessus, ce que je ne peux pas faire, probablement parce que je n'ai pas de connexion à ma carte SIM. Ah, attendez, non, je sais pourquoi. Laissez-moi revenir en arrière et changer ça. Économiseur de données, boum, désactivé. Et voilà, donc l'économiseur de données ne peut pas être activé pour utiliser le hotspot. Maintenant, quand vous l'activez, c'est bon. Pour moi, il restera actif pendant environ, je crois, 28 minutes si je ne connecte rien, puis il s'éteindra automatiquement. Mais vous n'avez pas besoin d'attendre. Pour que cela arrive, vous pouvez simplement retrouver le bouton et l'éteindre à nouveau. Comme je l'ai mentionné, cela consommera plus de batterie de votre téléphone lorsqu'il est activé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous et merci d'avoir regardé.